Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire criminelle. C'est l'affaire d'Agnès Marin qui s'est passée en France. Mais cette vidéo ne sera pas tout à fait comme les autres. Car comme vous le savez, j'adore énormément l'urbex. C'est une passion pour moi. Et j'ai eu la chance d'aller faire un urbex dans le lieu en question. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors installez-vous bien et c'est parti. Chambon-sur-Lignon est un petit village situé dans le département de la Haute-Loire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le centre-sud de la France. Il est connu pour son histoire remarquable de tolérance, de compassion et de résistance, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Chambon-sur-Lignon reste un symbole de droits de l'homme et de compassion. Il continue d'accueillir des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir son histoire et honorer l'héritage de ceux qui se sont opposés à l'injustice et à l'oppression. À Chambon-sur-Lignon se trouve aussi le collège Sévenol. Le collège Sévenol, également connu sous le nom de collège-lycée Sévenol International, était un établissement privé fondé en 1938 par des protestants. Cet établissement a joué un rôle significatif pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en accueillant et en protégeant des réfugiés. Sa pédagogie unique centrée sur la mixité, l'internationalisme et la non-violence en faisait un lieu d'apprentissage exceptionnel. Le collège a été marqué par l'engagement de ses fondateurs et enseignants pour la paix et la justice, ce qui a attiré des personnalités comme Paul Ricoeur, qui enseigna de 1945 à 1948. Le collège a également été membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO et s'est consacré à l'éducation, à la paix et au développement durable. Cependant, l'institution a connu des difficultés financières à partir des années 1990, qui ont été aggravées par la baisse des effectifs et des tensions internes. En 2011, l'établissement a été profondément ébranlé par le meurtre tragique d'une élève, Agnès Marin, ce qui a conduit à des critiques sévères et a précipité sa fermeture en juillet 2014. Depuis la fermeture, il y a eu des tentatives de réhabilitation, notamment un projet de transformation en centre culturel, mais celui-ci a été compromis par la pandémie de Covid-19. Laissant le site à l'abandon. Agnès Marin, âgée de 13 ans, est née à Paris. C'était une jeune fille pleine de vie, mais un peu rebelle, ce qui la rendait peu encline à accepter l'autorité. Dans son ancien collège à Paris, elle fumait, répondait aux professeurs, obtenait de mauvaises notes et séchait des cours. Ses comportements ont conduit à son renvoi de l'établissement. Face à cette situation, ses parents ont décidé de l'inscrire au collège Sévenol, un internat. Là-bas, Agnès était la plus jeune des élèves. Le mercredi 16 novembre 2011, comme chaque mercredi après-midi, c'est quartier libre pour les élèves internes du collège. De 12h30 à 17h, ils peuvent profiter de leur temps libre comme ils le souhaitent. En général, les élèves se rendent au village ou vont se promener dans la forêt. Cependant, à 17h, lors de l'appel, Agnès ne se présente pas. Au début, les éducateurs ne s'inquiètent pas trop, pensant qu'elle a simplement du retard. Mais après plusieurs minutes sans nouvelles, ils commencent à s'inquiéter et contactent sa meilleure amie Estelle, également élève au collège, mais externe, puisqu'elle habite le village.
Estelle explique aux éducateurs qu'Agnès était avec elle, qu'elles ont perdu la notion du temps, mais qu'Agnès est en chemin pour rentrer. Pourtant, à 19 heures, ne voyant toujours pas Agnès revenir, les éducateurs appellent ses parents et alertent la police. Les recherches commencent dès ce soir-là. Des élèves et des éducateurs se rendent dans le village pour interroger les habitants, tandis que d'autres explorent les zones boisées. Malheureusement, Agnès ne sera pas retrouvée cette nuit-là. Le lendemain, les recherches se poursuivent, mais personne dans le village n'a vu Agnès, ni ne l'a aperçue remontant le chemin vers le collège. Estelle est alors interrogée par la police pour fournir plus de détails. C'est alors que le choc se produit. Estelle avoue aux policiers qu'elle a menti et qu'elle n'était pas avec Agnès le mercredi après-midi. Elle explique avoir menti parce qu'Agnès lui avait demandé de la couvrir et elle avait accepté sans poser de questions. Les policiers intensifient leurs recherches et interrogent les élèves du collège. Un nom revient fréquemment dans les conversations. C'est celui de Mathieu Moulina, un élève de 17 ans. Ce mercredi-là, Mathieu est rentré avec des vêtements sales, des griffures sur le visage et du sang sur son pantalon. Lorsqu'il a été interrogé par ses camarades, il a expliqué qu'il était tombé dans la forêt et ensuite il est allé prendre une longue douche. Suite à ces déclarations, les policiers décident de le placer en garde à vue. Pendant son interrogatoire, Mathieu donne plusieurs versions contradictoires des événements. Il affirme d'abord qu'il était seul et qu'il avait fumé, puis il admet avoir été avec Agnès, mais qu'elle l'a quitté pour rejoindre un ami. Ces versions incohérentes ne convainquent pas les policiers qui décident d'enquêter davantage sur lui. Ils découvrent que Mathieu est né le 30 décembre 1993, fils aîné de Sophie et Dominique, et qu'il est le grand frère de 2 autres enfants. Jusqu'à présent, rien ne laissait présager de problèmes majeurs chez lui. Cependant, un incident survenu l'année précédente jette un nouvel éclairage sur son comportement. À l'âge de 16 ans, Mathieu avait donné rendez-vous à une amie, Julie, pour lui rendre 10 € qu'elle lui avait prêtés. Il l'avait emmenée en forêt, prétendant avoir caché l'argent dans une petite boîte plus loin. Julie, sentant que quelque chose clochait, l'a suivi malgré ses réticences. Soudain, Mathieu a sorti un couteau. Julie a d'abord cru à une mauvaise blague, mais s'est vite rendu compte que non. Elle a remarqué des cordes attachées à un arbre. Mathieu l'a alors ligoté et agressé sexuellement. Alors que la situation semblait désespérée, le téléphone de Julie a sonné. Elle a dit que c'était sa mère et qu'elle devait rentrer. Mathieu l'a finalement détaché et laissé partir. Il est ensuite rentré chez lui comme si de rien n'était. Malgré le choc, Julie décide de raconter à ses parents ce qui s'est passé et porte plainte contre Mathieu. Ce dernier est rapidement arrêté. Il ne tente pas de nier les faits, admettant froidement avoir agressé Julie. Il confesse qu'il l'a désirée depuis un certain temps et que son acte était prémédité. Sans montrer d'émotion, il livre son récit. Suite à ses aveux, il est placé en garde à vue. De leur côté, les parents de Mathieu cherchent un avocat, car pour eux, leur fils est malade et a besoin de soins, estimant que sa place n'est pas en prison pour un adolescent de son âge. Les psychiatres qui l'examinent concluent que Mathieu n'est pas atteint de troubles psychiatriques. Ils notent qu'il exprime des regrets pour ses actes et identifient la cause principale de son comportement: la consommation de cannabis et les jeux vidéo. L'un des psychiatres suggère qu'il suffit de le rééduquer en éliminant ses influences, en l'encourageant à faire du sport
et à adopter une routine plus saine, allant même jusqu'à recommander de lui faire boire de la limonade. Après avoir passé 4 mois en prison, Mathieu est libéré, les rapports psychiatriques concluant qu'il est réadaptable et non dangereux. C'est ainsi qu'il a pu intégrer le collège Sévenol. Revenons au jeudi 17 novembre 2011. Lors de sa garde à vue, Mathieu nie toute implication dans la disparition d'Agnès, affirmant n'avoir rien fait. Cependant, les policiers découvrent dans sa chambre d'internat un jeans avec des traces de sang. Malgré cette preuve, il maintient son innocence, prétendant être tombé et s'être blessé. Au bout de 24 heures de garde à vue, le vendredi matin, Mathieu commence à flancher et modifie sa version des faits. Il déclare qu'il est parti avec Agnès mercredi après-midi pour cueillir des champignons hallucinogènes. Selon lui, ils en ont consommé. Il se serait évanoui. Après s'être senti mal. À son réveil, Agnès n'était plus là. Il a alors pensé qu'elle était retournée au collège et a fait de même, affirmant avoir appris sa disparition à ce moment-là. Cependant, une prise de sang effectuée sur lui ne révèle aucune trace de substance hallucinogène, ce qui le pousse à changer à nouveau de version. Il admet finalement s'être disputé avec Agnès dans la forêt, l'avoir poussée violemment, ce qui l'aurait fait tomber. Il indique aux policiers et à son avocate qu'il peut leur montrer l'endroit où cela s'est produit, tout en répétant à plusieurs reprises qu'il espère qu'Agnès va bien. Le vendredi soir, les policiers arrivent sur les lieux et se dirigent vers la forêt en suivant les indications de Mathieu. Soudain, l'un des policiers pousse un cri en s'exclamant « Le salaud, il l'a fait, il l'a tuée, elle est là ». Il devient alors évident que la version de Mathieu ne tient pas. Le corps d'Agnès est retrouvé à moitié dénudé, brûlé et marqué par des coups de couteau. Après cette macabre découverte, Mathieu finit par avouer la vérité. Le mercredi, il avait bien donné rendez-vous à Agnès, prétendant vouloir cueillir des champignons hallucinogènes. Mais cela n'était qu'un prétexte. Il avait d'autres intentions, et tout était prémédité, comme pour Julie, sa première victime. Une fois arrivé dans la forêt, il sort un couteau. Malgré son jeune âge, Agnès tente de se défendre, mais Mathieu prend rapidement le dessus. Il l'attache à un arbre et l'agresse sexuellement. Par la suite, il la poignarde 17 fois au thorax et à la tête, puis décide de brûler son corps à l'aide d'un briquet à essence qu'il a trouvé dans le sac d'Agnès. Il a même placé des morceaux de bois sur son corps pour que celui-ci brûle plus facilement. À la suite du scandale provoqué par ces révélations, Philippe Bowen, directeur du collège Sévenol, tente maladroitement de défendre la réputation de son établissement. Il affirme avoir reçu l'adolescent, auteur du crime, pour un entretien approfondi avant d'accepter son inscription. Cependant, les parents de la victime soutiennent qu'il était au courant que le meurtrier avait déjà été mis en examen pour viol prémédité avec arme. Le directeur dément d'abord, mais finit par admettre que le père de l'adolescent l'avait mis au courant. Lors du procès, Bowen prétend qu'il n'avait pas compris que Mathieu était sous contrôle judiciaire et ignorait qu'il devait rendre compte de ses problèmes à la protection judiciaire de la jeunesse. Il ajoute que s'il avait été informé de la gravité des faits reprochés à Mathieu, il ne l'aurait jamais accepté dans son établissement. Jean-Michel Lieu, vice-président du lycée, précise également que l'administration ignorait que l'adolescent était sous contrôle judiciaire, affirmant qu'aucun contact n'avait été pris avec les autorités avant le drame. Il reconnaît toutefois que l'école savait que Mathieu avait passé 4 mois en détention préventive, mais ignorait que cela était lié à un viol. La protection de la jeunesse, de son côté, tente de se justifier en invoquant une interprétation du secret professionnel, tout comme la direction du lycée qui évoque le secret de l'instruction.
La protection de la jeunesse rejette en partie la responsabilité sur la juge des libertés et de la détention qui aurait commis une erreur en s'opposant pas au choix des parents du meurtrier d'inscrire leur fils dans cet internat mixte. À ce moment-là, le Cévenol était en grande difficulté financière et acceptait des élèves vulnérables éloignés de leur famille tout en facturant 12 000 € par an pour les internes. Lorsque l'éducatrice de la protection de la jeunesse responsable de Mathieu remet son rapport validant son placement au Cévenol, l'adolescent y est déjà scolarisé depuis 2 mois. De plus, bien que ses parents ne vivent qu'à une dizaine de kilomètres, il retourne régulièrement dans le Gard pendant les vacances, alors qu'il n'a plus le droit d'y séjourner. Cette situation indigne la première victime de Mathieu qui continue de le croiser. Le procès met également en lumière que le suivi psychiatrique du jeune criminel a été négligé, avec la bénédiction du juge d'instruction. Le suivi a d'abord été confié à une psychiatre lituanienne peu francophone, puis à un infirmier, avant d'être pris en charge par un psychothérapeute sans diplôme, responsable de Mathieu au collège Cévenol. La justice décide de regrouper les 2 affaires impliquant l'adolescent qui sont confiées au juge d'instruction du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, François Maury. La famille de Julie, la première victime, choisit que les audiences se déroulent à huis clos, à l'exception d'une journée où les journalistes pourront être présents. La mère de Julie déclare ne pas avoir été surprise en apprenant le crime et l'identité de son auteur, ajoutant qu'elle savait qu'il récidiverait. Le ministère public requiert une peine de 30 ans de prison, écartant toute circonstance atténuante liée à la minorité de l'accusé. Le 28 juin 2013, l'adolescent est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une sentence rare pour un crime commis avant l'âge de 18 ans. La famille d'Agnès obtient une levée partielle du huis clos afin de clarifier les responsabilités éducatives et judiciaires permettant à la presse de suivre les débats depuis une salle annexe équipée d'un écran géant. Les experts psychiatres décrivent l'adolescent comme présentant un profil psychotique de type schizoïde avec une perversité et une dangerosité effrayantes. L'avocat général critique le placement de Mathieu dans un internat mixte qualifié de campus sans mur et affirme que cela était une insulte au bon sens pour un cas aussi problématique. Il reproche au lycée un manque de curiosité concernant les antécédents de l'adolescent. L'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, responsable du suivi de Mathieu, n'a visité le collège Cévenol qu'une seule fois en mars 2011, plus de 3 mois après l'admission de l'adolescent. Son rendez-vous avec le directeur ayant été annulé à cause des festivités du carnaval. Elle ne rencontre que le conseiller d'éducation qu'elle ne reverra jamais. Selon le directeur, elle ne l'a pas informé du viol avec arme et préméditation pour lequel l'élève était mis en examen. Elle évoque des échos positifs concernant le comportement de Mathieu sans demander d'explication sur un point minime. L'introduction d'alcool fort au lycée. Malgré 2 exclusions temporaires, il avait évité de justesse un refus d'inscription pour l'année suivante. Cependant, la direction du lycée n'a jamais contacté le juge d'instruction chargé de la première affaire de viol, ni fait de signalement à la protection de la jeunesse. Jean-Louis Domas, directeur central de la protection de la jeunesse, appelé à témoigner, refuse de reconnaître des erreurs de son administration, admettant seulement une faiblesse dans le suivi de Mathieu. Il mentionne également qu'aucune inspection n'a été demandée par le ministère de la Justice. Le 29 juin 2013, au lendemain du verdict, les avocats de Mathieu, Joël Diaz et Isabelle Mimran annoncent leur intention de faire appel de la condamnation à perpétuité. Le 7 février 2014, les parents d'Agnès Marin portent plainte contre l'État pour faute lourde,
afin de clarifier les responsabilités dans le suivi judiciaire du meurtrier. En juillet 2015, le Conseil supérieur de la magistrature blanchit la juge d'instruction de Nîmes, qui avait libéré Mathieu en novembre 2010. Le 29 septembre 2014, Mathieu est rejugé en appel par la cour d'assises de mineurs du Puy-du-Dôme, à huis clos. Âgé de 20 ans, il voit sa condamnation à perpétuité confirmée. Le 10 octobre 2014, cette fois assortie d'une obligation de soins sans limitation de durée, comme réclamé à l'unanimité par les avocats des deux parties. Le 13 octobre 2014, Mathieu se pourvoit en cassation, mais un mois plus tard, ses parents et lui renoncent à cette démarche. La condamnation en appel devient ainsi définitive. L'affaire inflige un coup fatal à la réputation du collège Sévenol, déjà en difficulté financière depuis plusieurs années. Le 11 juillet 2014, après 76 ans d'existence, l'établissement ferme définitivement ses portes. En avril 2016, Sophie et Dominique Moulina, les parents de Mathieu, publient un livre intitulé « Parents à perpétuité », où ils reviennent sur les crimes de leur fils et le procès. Cette publication provoque la colère des parents d'Agnès Marin, qui dénoncent l'attention médiatique accordée aux parents du meurtrier. Selon eux, ils ont passé plus de temps dans les médias en quelques semaines que nous depuis l'assassinat de notre fille, qualifiant cela de vraie campagne de showbiz. Le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamne l'État pour négligence fautive assimilable à une faute lourde. La décision critique la remise en liberté prématurée du meurtrier par le juge d'instruction, avant même d'avoir reçu le rapport de l'expert ou consulté la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que son placement inapproprié dans un collège mixte. Le tribunal accorde une indemnisation de 185 000 € aux parents, grands-parents et aux frères d'Agnès Marin. Voilà, c'est ainsi que se finit cette affaire. Mais ne partez pas, restez là, car la vidéo n'est pas finie. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine.